je suis bien Bruno Germain. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi dans une controverse qui concerne la question de la langue française, de la lecture. Alors, je ne vais pas prendre de temps pour vous réexpliquer, problématiser ce qui relève de l'apprentissage, des composantes de la lecture, de l'enseignement, des pratiques et de l'observation de ces pratiques. Je préfère que ce soit les deux intervenants qui vous en parlent directement. C'est avec plaisir que nous avons ensemble et présent aujourd'hui, cet après-midi, d'une part Roland Guagou qui va parler en premier. Alors encore une fois, comme on le disait ce matin, il y a ceux qui n'ont pas besoin d'être présentés, mais tout de même, pour le plaisir. Roland, donc, Guagou, qui est professeur à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, à l'ESP d'Auvergne, qui a travaillé sur toutes ces questions de lecture et qui va vous présenter, et vous voyez déjà, non pas encore, mais ça va pas tarder, si ça y est, le début de son diaporama. Non, on ne le voit pas derrière? Bon, vous me voyez noter, c'est pas grave, mais... Ah, c'est bien aussi. Et d'autre part, Franck Ramut, donc, qui a bien voulu enchaîner, qui est directeur de recherche au CNRS, enseignant associé à l'École normale supérieure de Paris, et qui abordera, et il vous le dira exactement, son sujet à la suite de Roland. Tu as 30 minutes, merci beaucoup. Merci. Mon laboratoire s'appelle Activité, Connaissance, Transmission, Éducation. C'est un petit clin d'œil par rapport à la discussion de ce matin sur la transmission. Merci. Donc les organisateurs m'ont invité en me demandant de parler des résultats d'une recherche que j'avais évoquée lors des dernières controverses Descartes et dont nous venons de publier en ligne une première partie à travers un rapport intermédiaire sur le site de l'Institut français d'éducation à l'École normale supérieure de Lyon. Je pense que ce compte-rendu d'une recherche est peut-être un peu loin de l'ambition et de la portée des contributions de ce matin, donc elles seront plus modestes. Je retiendrai pour ma part de l'intervention de Madame Vallaud-Belkacem un vœu qui était un vœu d'élévation au sens de dépasser les dichotomies un peu stériles en blanc et en noir pour laisser accéder à une compréhension de la complexité du réel, à aller chercher des compromis qui ne soient pas des compromissions et d'entrer, de dépasser les oppositions, on va dire, binaires de méthode, par exemple, en lecture, qui ont comme première caractéristique de caricaturer les pratiques des maîtres. Et donc notre idée au départ, c'était que ces pratiques méritaient mieux que cela, qu'il fallait leur rendre justice et qu'il fallait donc aller chercher ce qu'elles pouvaient avoir de mieux et de moins bien, mais avec un grain descriptif suffisamment fin pour dépasser ces oppositions trop binaires, pour rentrer dans une analyse qui soit fondée sur de multiples indicateurs et dont nous allons voir que tous ces indicateurs ne varient pas dans le même sens et que, en gros, faire la classe, faire des choix didactiques dans l'enseignement de la lecture-écriture, c'est jouer sur toute une série de boutons, j'allais dire, sur toute une série de paramètres qui peuvent être positionnés de manière relativement variable. C'est un peu la métaphore d'un ingénieur du son devant une table de mixage. Et il y a des dosages et il y a des mixages qui marchent mieux que d'autres. Il y a des effets de Larsen, il y a des déficits qui posent problème. Mais pour autant, difficile de dire que cette approche-là est globalement, si vous voulez, supérieure à celle-ci. En d'autres termes, mon propos sera tourné autour de l'identification de critères qui sont bien des critères de qualité. Toutes les pratiques ne se valent pas, non, bien sûr, mais que les enseignants sont susceptibles de combiner à leur manière, selon leur sensibilité pédagogique. Ce sera l'état d'esprit dans lequel je vais présenter une partie de ces résultats. En sachant que, encore une fois, il ne s'agira que d'une partie, évidemment, dans le temps qui m'est imparti, mais aussi tout simplement parce que nous avons recueilli un matériau très riche et que nous sommes loin de l'avoir exploité et analysé. Deuxième élément très bref d'introduction,
c'est situer ce travail dans le contexte de la conférence de consensus sur la lecture qui s'est tenue en milieu de semaine au CNESCO et physiquement à Lyon, et notamment en rappelant que dans la synthèse internationale qui nous a été proposée par Thierry Rocher, d'une part, évidemment, on était de nouveau confronté à ce résultat selon lequel l'école française reproduit encore plus que la plupart des autres pays industrialisés les inégalités sociales, montrant même une relative dégradation dans le fait que le fossé se creusait sur les sujets que nous allons aborder. Donc évidemment, on est dans ce contexte-là qui interpelle notre école, mais le deuxième élément de résultat, notamment à travers les évaluations internationales PEARLS qui sont passées à 10 ans, montrait que nos élèves finalement avaient une maîtrise du code, des capacités de déchiffrage, qui était tout à fait à la hauteur des communautés internationales, mais que s'ils se distinguaient des autres, c'était avec une faiblesse sur les questions de compréhension. Donc je vais essayer d'articuler ces questions de code et de compréhension dans mon exposé, en sachant qu'évidemment, ça n'est pas seulement l'affaire du cours préparatoire, loin s'en faut, c'est même une entreprise de toute la scolarité, et les nouveaux programmes le disent très clairement, mais disons que ça va nous donner une petite clé de lecture d'une partie de nos résultats, d'essayer de regarder cette articulation entre code et compréhension. En sachant que parmi les résultats que j'ai choisi de présenter cet après-midi, j'ai choisi de m'attacher particulièrement aux élèves qui débutent leur cours préparatoire en étant parmi les plus faibles de notre échantillon. Il y a une appartenance sociale, mais les milieux défavorisés n'ont pas le monopole de la faiblesse à l'entrée au CP, même s'il y a évidemment des corrélations fortes. Donc on va regarder notamment l'effet ou l'influence des pratiques pédagogiques sur les élèves selon qu'ils sont plus ou moins forts au départ. Et évidemment, je vais regarder le rôle des pratiques pédagogiques dans cette problématique de compensation ou pas des inégalités de départ. Voilà ce que sera en gros l'intention de cet exposé. Donc le site sur lequel vous pouvez trouver le rapport, je l'ai mis ici, derrière le logo lire et écrire du groupe de travail que j'ai animé et qui a réalisé cette étude. Qui est une étude, je le qualifie là d'approche écologique, au sens où nous avons observé les pratiques des maîtres sans les modifier. On leur a demandé de continuer à faire comme d'habitude, par opposition à d'autres approches. Les deux approches se complètent très bien dans l'apport de connaissances sur ces sujets-là, que sont les approches expérimentales, où là, on essaye de mesurer l'impact de l'introduction d'un dispositif avec un groupe témoin pour pouvoir faire des comparaisons. Voilà. Deux manières de faire des études sur ce sujet-là, à condition évidemment d'être tout aussi rigoureux dans un cas que dans l'autre, notamment sur le fait de contrôler toute une série de variables. C'est complètement inimaginable, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans les médias, de vouloir conclure sur l'efficacité d'une approche avec des résultats finaux si on n'a pas évalué les élèves au début. Ce sont évidemment les progrès qu'on peut analyser, pas des performances finales sans analyse initiale. Donc dans cette étude qui finalement, après avoir démarré avec 135 classes, a été conduite de bout en bout avec 131 classes, 131 enseignants, et là aussi avec des élèves que nous avons perdus en route, mais 2500 quand même du début à la fin du cours préparatoire. Nous les avons évalués individuellement. C'est pour ça que nous avions besoin notamment du financement du ministère pour pouvoir payer des étudiants, pour avoir une prise d'information la plus précise, la plus rigoureuse possible, dans des conditions expérimentales très très précises. Des enquêteurs dans la mesure où, là encore, on ne voulait pas en rester à des déclarations, mais on voulait savoir ce que faisaient vraiment les maîtres dans leur classe. Et nous avons choisi d'y passer 3 semaines complètes, une par trimestre, en observant tout l'enseignement du français qui y était dispensé. Au passage, c'est important de voir que ces enquêteurs donc, ont travaillé avec une grille de lecture qui était centrée sur les tâches
pardon, avant de parler des tâches, juste un petit remerciement évidemment au fait que sans l'Institut français d'éducation et sans le support de l'École normale supérieure de Lyon, cette étude n'aurait pas pu être conduite. Dans les outils d'observation que nous avons utilisés, nous avons construit une typologie des tâches, parce que ce qui nous intéressait, c'était avant tout de comprendre l'offre d'enseignement réellement proposée aux élèves de cours préparatoires. Pour ça, il nous fallait descendre sur un grain temporel fin, qui est la tâche, au sens où ce que le maître demande à ses élèves de faire. Et donc, la durée minimale d'une tâche, ça a été 1 minute. En dessous de la minute, on n'arrivait pas, mais on est descendu jusqu'à la minute. Ce qui veut dire que si le maître demande à ses élèves de lire à haute voix pendant 2 minutes, avant de leur demander de relire silencieusement pendant 1 minute, puis de s'expliquer sur ce qu'ils ont compris pendant 3 minutes, puis etc. On découpait le temps comme ça. Donc on a des budgets temps qui nous permettent de reconstituer ce que font les maîtres de cours préparatoires. Et déjà, à titre descriptif, tout un volet de l'étude peut être intéressant pour avoir une photo de ce qui se passe dans nos classes de cours préparatoires. Mais nous, ce qui nous a intéressé, ça a été de mettre en relation un certain nombre de ces descripteurs des pratiques pédagogiques avec les progrès des élèves pour pouvoir interpréter ces progrès. Voilà. Donc là, les tâches, elles sont listées ici. Je ne sais pas si elles sont... Ah tiens, il en manque un petit bout en bas. Bon, c'est pas dramatique. Tout ça, c'est en ligne, évidemment. Si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver. Nos principaux indicateurs étaient à la fois des indicateurs donc à caractère didactique sur les composantes du lire-écrire telles que les programmes les définissent et telles que les scientifiques les analysent. Je ne rentre pas dans le détail. Mais aussi des indicateurs pédagogiques dont je ne parlerai pas cet après-midi. Mais évidemment, par exemple, vous voyez que nous avons essayé de contrôler des variables de type climat et engagement et nous avons vérifié effectivement, comme dans d'autres travaux de recherche précédemment, que plus les élèves sont engagés dans le travail, les neurosciences nous rappelaient ce matin, ce que les pédagogues savent depuis bien longtemps, mais maintenant c'est établi sur le plan neurophysiologique, c'est que ce degré d'attention des élèves est un élément qui favorise le traitement et la rétention des informations. Nous, on l'a contrôlé uniquement à travers des variables comportementales. Évidemment, il n'y avait pas chaque élève dans un tuyau d'IRM, mais des variables comportementales collectives sur le fait que les classes étaient attentives ou pas attentives, au boulot ou pas au boulot. Donc, on avait des grilles adaptées de grilles nord-américaines pour essayer de qualifier cet engagement des élèves. Et oui, nous vérifions que plus les élèves sont au travail, mieux ils apprennent. Vous allez me dire, c'est pas bouleversant, mais on le revérifie. Ce qu'on a essayé de faire, au fond, c'est d'essayer d'interpréter, au sens d'expliquer, sur le plan statistique, les performances finales des élèves. C'est-à-dire, dans des épreuves passées donc, de manière individuelle, on évaluait des compétences en code, en compréhension, en écriture, et là-dedans, des sous-tâches. La copie, c'est pas la même chose que la production de texte, ou c'est pas la même chose que l'orthographe dictée, etc. Donc, c'était toutes ces épreuves-là. Et pour pouvoir les interpréter, évidemment, il fallait contrôler toute une série de variables, notamment des variables ici de niveau 1 sur les élèves, leurs caractéristiques sociodémographiques, la langue parlée à la maison, leur âge, les catégories socio-professionnelles des parents, etc., etc. Et évidemment, leur performance initiale, pour savoir ce que l'année de cours préparatoire avait généré comme différence d'apprentissage par rapport à ce qu'était leur niveau initial. Et pour pouvoir contrôler ce qui nous intéressait au fond, qui était l'effet de la pédagogie, et en tout cas l'effet de ce qui se passe en classe, soyons plus modestes, il nous fallait contrôler les caractéristiques de la classe. La classe, elle peut être plus ou moins forte en moyenne, plus ou moins hétérogène, plus ou moins marquée socialement. Il nous fallait contrôler les caractéristiques des enseignants, plus ou moins expérimentés. Au passage, j'ai oublié de dire ça. Par construction, ce qui nous intéressait, c'était de voir le poids des choix didactiques des enseignants, les choix techniques, je dirais. Et donc, pour éviter d'avoir à gérer trop d'éléments parasites, nous avions choisi de ne prendre que des maîtres expérimentés, et notamment ayant au minimum 3 ans d'expérience au seul cours préparatoire, de manière à ne pas avoir à, être trop perturbés par des tâtonnements qui seraient ceux d'un débutant, voire d'un débutant au cours préparatoire. Et au fond, notre échantillon
16 ans de moyenne, je crois, d'expérience dans le métier, dont 8 au cours préparatoire, mais au minimum 3. Donc, une partie des résultats que je vais évoquer ne sont valides que par rapport à ce public. Donc là encore, prenons garde, vous allez voir, il faut prendre beaucoup de précautions sur les conclusions de ce genre d'études, mais notamment celle-là très importante, une partie de ces résultats probablement ne seraient pas les mêmes si on avait une partie de débutants qui découvrent en même temps des publics qui leur sont culturellement éloignés et des manuels qu'ils ne connaissent pas, ou des... Là, ce sont des maîtres qui savent ce qu'ils font et qui ont accepté d'être observés, ce qui suppose qu'ils sont relativement sereins. Même s'ils sont curieux et en questionnement sur leur pratique, ils sont suffisamment sereins, et on l'a vérifié avec les variables climat de classe, le climat de classe est bon, il est suffisamment bon pour qu'on puisse y apprendre. Voilà. Donc c'est très important d'avoir ces éléments de contexte pour limiter, pour situer la portée des résultats et évidemment leurs limites. Et puis évidemment, à l'intérieur de ça, on essaye de voir quelles sont ces pratiques. On les observe et puis on a toute une série d'éléments complémentaires du genre, on fait des photos des cahiers des élèves, on photographie les affichages, on a des tas de traces qui nous permettent de reconstituer ce que vivent les enfants dans nos classes de cours préparatoires. Voilà. Alors évidemment, ce qui va nous importer, c'est d'arriver à essayer de peser ce que pèse, d'évaluer ce que pèse justement cet effet classe par rapport à d'autres déterminants. Donc la question de recherche, on va dire, qui me sert de fil conducteur pour cet après-midi, c'est ça, c'est quelle est la contribution des différents facteurs à l'explication des différences de résultats à la fin du CP, en sachant qu'on a suivi cette cohorte en fin de CE1 et qu'il y aurait un autre exposé à faire sur ce que deviennent les enfants tels qu'on les a évalués en fin de CP à la fin du CE1, mais ça, ce sera pour de prochaines controverses. Poids des performances initiales sur l'explication des différences de performance finale, 53%. C'est classique dans ce genre d'études, c'est évidemment très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élèves savent d'autant mieux lire et écrire à la fin de l'année qu'au début de l'année, ils étaient plus forts dans les compétences que nous avons évaluées dans le domaine de la lecture et de l'écriture, qu'ils avaient des habiletés phonologiques développées, qu'ils avaient une connaissance des lettres développée, qu'ils comprenaient bien les textes qu'on leur lisait, etc., etc. Tout ça, nous l'avions contrôlé, ça explique 53% de la variance des scores finis. Donc un poids très lourd, évidemment, qui interroge, mais je ne le ferai pas aujourd'hui, ce qui s'est passé avant le début du cours préparatoire, ce qui s'est passé avant en famille, ce qui s'est passé avant à l'école maternelle, à la crèche, évidemment. Les différences, elles se construisent à chaque palier, à chaque étape. Donc là, on ne regarde que ce qui s'est passé entre septembre 2013 et juin 2014, c'est-à-dire au cours des 9 mois du cours préparatoire. Pendant ce temps-là, les caractéristiques sociodémographiques expliquent 5% de la variance par rapport aux performances initiales, mais ça veut dire que ça continue à œuvrer pendant le CP. Ça continue à peser, mais moins que ce qui se passe en classe. Ce qui se passe en classe nous donne 8,1% de la variance expliquée. Cet effet classe pèse, alors je vais le formuler autrement, toutes choses étant égales par ailleurs. Parce qu'évidemment, là, l'intérêt de cette modélisation, c'est une modélisation statistique de type multiniveau, je ne rentrerai pas dans la cuisine statistique, mais c'est le toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire si on veut pouvoir attribuer à un impact des pratiques d'enseignement un certain poids, il faut pouvoir le faire avec des performances initiales des élèves contrôlés, des appartenances sociales contrôlées, des contextes scolaires contrôlés, le fait que la classe soit plus ou moins hétérogène, plus ou moins forte, que le maître soit plus ou moins expérimenté, que la semaine soit sur 4 jours ou 4 jours et demi, etc., etc. Donc on contrôle toutes ces variables et une fois qu'on les contrôle, alors on arrive à ce chiffre de 8,1. Et le résultat que je voudrais commenter, c'est le fait que ce chiffre de 8,1 de la variance, il est en réalité différent selon les domaines de compétences qu'on étudie. En écriture, le poids de la pédagogie, 11,1, est 2,5 fois plus fort que le poids de ce qui se passe en classe en compréhension. C'est ce que veut dire ce chiffre. Et d'ailleurs, le poids de ce qui se passe en classe est un petit peu plus fort sur les textes
que les enfants lisent eux-mêmes par rapport au texte qu'on leur lit et dont on vérifie s'ils les comprennent ou pas. En d'autres termes, vous voyez, c'est une manière de quantifier, oui, je dis le poids, l'impact, l'influence, l'effet, serait le terme le plus rigoureux, l'effet de la classe. Comment encode le chiffre est plus moyen et plus proche de la variance globale. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Peut-être, par exemple, si on fait la comparaison compréhension-écriture, en se disant que la compréhension de textes que les enfants vont lire par eux-mêmes, ou qu'on leur lit, dépend beaucoup du bagage linguistique, culturel des enfants, et que peut-être ce marquage-là, social et culturel, il est plus fort sur le plan de la compréhension que sur le plan de l'écriture, notamment parce que le score d'écriture, il est beaucoup construit autour de connaissances orthographiques, de connaissances d'encodage. Donc, on va dire peut-être une valence plus forte des déterminants socio-culturels. Il y a une autre hypothèse, et les deux évidemment peuvent être complémentaires, elles ne s'excluent pas l'une l'autre, qui est que l'enseignement au cours préparatoire prend clairement plus en charge l'écriture que la compréhension. Et c'est évidemment avec ces deux hypothèses que je vais continuer à vous proposer des résultats pour continuer à réfléchir là-dessus. Alors, quand on fait ce boulot-là, ah oui, j'ai cliqué trop vite, c'est pas grave. Évidemment, toutes choses étant égales par ailleurs, on peut classer nos 131 classes les unes par rapport aux autres en termes d'efficacité, puisque à niveau comparable, certains élèves progressent mieux dans la classe de Madame Martin que dans celle de Monsieur Dupont. Oui, on peut le vérifier. Mais, au passage, on voit que les différences entre les classes sont relativement minimes. N'oublions pas que nous avons tous affaire à des maîtres expérimentés. Donc vous en trouvez bien qui sont plus efficaces que d'autres, mais quand vous faites des tests statistiques, il y a beaucoup de ces différences qui ne sont pas significatives. Et on a des contrastes forts et marqués significativement, on va dire, aux deux extrémités de l'échantillon, une vingtaine de classes de chaque côté qui se distinguent vers un plus efficace ou un moins efficace que l'ensemble de l'échantillon. Donc peu d'écart entre eux, ce qui au passage rend très très modeste. Sur ces grandes affirmations sur cette pédagogie sauve les enfants et celle-ci les détruit, quand vous regardez les impacts réels de ce qui reste entre les mains des maîtres une fois qu'ils font sérieusement leur travail, avec des choix, j'ai oublié de dire ça, évidemment, on avait choisi un échantillon dont la diversité pédagogique et didactique était grande pour pouvoir chercher où se situaient les contrastes. Ça rend modeste, voilà, sur les effets tonitruants, méfiez-vous de ces effets tonitruants, des méthodes qui auraient résolu définitivement la question de la lecture. Dès que vous contrôlez tout, hein, c'est-à-dire que c'est toute chose égale par ailleurs qui ramène à être très très modeste. Et deuxième chose, c'est qu'en plus, ce ne sont pas les mêmes maîtres qui sont les plus efficaces dans tous les domaines de compétences. Certains font plus avancer leurs élèves sur le plan du code que sur le plan de l'écriture, etc. Donc là aussi, ça oblige à regarder avec les choses. Ouais, franchement, moi, plus on travaille, plus ça rend modeste. Alors, quelques résultats très, très descriptifs. Évidemment, alors d'abord, le premier résultat, c'est 7h22. Oui, je l'avais déjà dit, on avait déjà ce résultat. C'est le temps moyen consacré au lire-écrire dans les classes de cours préparatoires que nous avons étudiées sur l'année, avec une distribution évidemment autour de cette moyenne qui nous attire l'attention. C'est que les 15% de ceux qui y consacrent le plus de temps, ils consacrent 9h 3 quarts, alors que les 15% qui y consacrent le moins de temps, ils consacrent 5h23. Donc oui, il y a une grosse disparité. 7h22, c'est en enlevant tous les temps morts, c'est-à-dire que quand on distribue les cahiers, on enlève le temps. Quand on colle, quand on fait du coloriage, ce n'est pas de la lecture-écriture. Donc c'est vraiment un temps offert aux tâches qui sont dans la typologie précédente. Mais il n'y a pas d'effet statistique de ce seul variable durée. Il n'y a pas d'effet linéaire. En gros, il ne suffit pas d'en faire plus pour que les enfants apprennent mieux. En revanche, quand on a filtré ces budgets temps avec une variable, c'est le maître est-il au contact des enfants dont vous parlez ou pas, puisqu'il y a des moments où les enfants travaillent hors de la présence du maître. Par exemple, parce qu'ils travaillent avec les 2 tiers de la classe, pendant qu'un tiers travaille sans lui. On a considéré qu'ils étaient hors de la présence du maître. Ou lorsqu'ils travaillent avec un assistant d'éducation, etc., on les a sortis. Alors, si vous prenez le temps
passer au contact du professeur, alors oui, il y a un effet linéaire positif de l'augmentation de la durée du temps d'enseignement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, au passage, pour le métier. Alors, les grands budgets temps, là, le commentaire, c'est semaine après semaine, combien de minutes sont consacrées au bloc phonographie, lecture, étude de la langue, écriture, compréhension et autres. On va dire en gros, et ça c'est vraiment un résultat qu'on a pu vérifier presque sur les 130 classes, les semaines se suivent et se ressemblent. Elles se ressemblent avec une grande stabilité. Ça ne veut pas dire que tous les maîtres font la même chose, mais ça veut dire qu'une fois que vous avez vu un maître faire 2 fois une semaine de classe, vous savez à peu près ce qui vous attend lorsque vous venez le voir pour la 3e fois. Là, ça veut dire aussi, c'est rassurant sur la stabilité, les organisateurs professionnels, les schèmes professionnels, les invariants qui font que les enfants ne sont pas non plus ballottés par des choses qui n'arrêteraient pas de changer. Beaucoup de régularité, des budgets temps qui restent relativement stables, une petite diminution sur le temps passé à la phonographie tout au long de l'année, une petite augmentation sur le temps passé à la compréhension, en sachant que sur la compréhension, c'est notamment un temps qui augmente parce que le temps dédié aux tâches écrites de compréhension augmente. Si on cumule toutes les durées concernant l'enseignement du code, sous toutes ses facettes, c'est de l'ordre de 3h11, 43% du temps. Là-dessus, pas de doute, vous pouvez rassurer tous les catastrophistes, on continue bien à enseigner les correspondances entre les lettres et les sons. On apprend bien à déchiffrer à nos enfants au cours préparatoire très massivement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques classes qui se distinguent par un tout petit budget temps sur cette dimension-là. Donc je ne dis pas que c'est sans effet, mais je dirais par rapport au portrait de famille qu'on dresse, c'est un portrait qui accorde une grande importance au code. En revanche, sur la compréhension, et je vais y revenir, le temps est beaucoup moindre, et même quand on le regarde, vous allez voir, il se subdivise en deux blocs très différents. Un temps très intéressant, c'est le temps de l'étude de la langue, qui regrouperait ce qu'on pourrait appeler du vocabulaire, de la conjugaison, de l'orthographe, de la grammaire, qui évidemment ne sont pas enseignés en tant que tels, en tant que discipline au CP, mais dans certaines classes, avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention, à des tas de moments qui sont des tas de moments d'écriture, des moments de découverte de texte, où des remarques orthographiques ou des explications de vocabulaire sont données. Et là, je vous l'annonce tout de suite, c'est la variable qui, en termes de budget temps, c'est-à-dire de temps alloué à certaines compétences, est celle qui a le plus d'influence par rapport à ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que là, on voit que les maîtres qui consacrent une partie en moyenne 40 minutes, hein, mais ça veut dire que certains, ça peut être 1h30, alors que d'autres y consacrent 5 à 10 minutes. Là, il y a un effet du temps consacré à cette étude de la langue sur l'ensemble des compétences en lecture et en écriture. Et là encore, sur l'interprétation des résultats, il faudra être assez prudent. Il ne s'agit pas forcément de dire que pour autant, la quantité explique tout, mais c'est bien l'offre d'éducation, l'offre d'enseignement, l'objet, et peut-être l'idée, je vais poser cette hypothèse aujourd'hui, que le temps est l'indice de quelque chose qu'on n'a pas su voir encore. On n'a pas ouvert toutes les vidéos, parce qu'on a tout filmé là. Hein. Donc on a un trésor entre les mains qu'on va travailler pendant les prochaines années. Mais peut-être que ce temps nous renseigne sur le fait que les maîtres de cours préparatoires jugent leurs enfants assez grands et assez intelligents pour s'intéresser à comment marche la langue. Et que s'ils les rendent curieux de ce S qui a lapin, selon qu'il y a le ou les devant, alors que ça ne s'entend pas, mais ça se voit, on sent bien qu'on a peut-être là des postures d'enseignement qui ont à voir avec ce qui a été décrit ce matin dans plusieurs conférences, qui ont à voir avec une sollicitation d'une curiosité, d'une intelligence enfantine, d'un intérêt précoce pour des phénomènes qui, sans être institutionnalisés, sans être travaillés dans des leçons de grammaire, sont déjà activés. Et je pense que sur l'enseignement du code, c'est la même chose. Il y a l'enseignement du code, on a vu, qui pétille d'intelligence. Il faut sortir de cette idée que le déchiffrage, ça serait un truc bête, de bas niveau. C'est évidemment une découverte absolument passionnante pour des enfants de 6 ans. Et là encore, la manière de faire découvrir et de transmettre les connaissances sur les correspondances graphophonologiques ont manifestement des répercussions sur la qualité des apprentissages des élèves. Donc, pas de durée majeure, qui explique les choses à elle seule, sauf sur l'étude de la langue. Concernant, à proprement parler, les progrès en code,
on voit que la variable numéro 1 qui nous explique les progrès en code, c'est le temps passé à l'encodage. C'est-à-dire le temps passé à cette activité d'écriture où on passe de ce qu'on entend à ce qu'on peut transcrire à travers deux univers de tâches que vous connaissez bien, l'univers d'écriture sous la dictée et les ateliers d'écriture où là, ce ne sont pas les maîtres qui décident de ce que les enfants doivent écrire, mais les enfants qui prennent des initiatives, à condition évidemment que le maître soit présent, autrement dit qu'il y ait beaucoup de feedback qui accompagne toutes ces tentatives. Alors là, oui, bénéfice direct pour les élèves établis, d'autant plus fort que les élèves sont faibles, mais les élèves faibles bénéficient plus des tâches de type dictée, lorsque le maître leur fait réinvestir ce qu'il vient de leur apprendre, que les tâches d'écriture tâtonnée qui semblent plus directement bénéfiques aux élèves intermédiaires et forts, parmi les résultats que nous avons obtenus. Importance aussi du temps alloué à la lecture à haute voix, qui est intéressant. Alors on a fait toute une série de calculs pour voir si on trouvait des seuils à partir desquels ces effets apparaissaient et à partir desquels ils disparaissaient. Il faut rentrer dans le détail technique, je n'ai pas le temps de le faire. Mais là encore, un effet sur les élèves faibles, sensibles, selon que les maîtres accordent ou pas un soin important à cet enseignement dans leur enseignement. Sur la question de la planification de l'étude du code, on s'est intéressé à l'enseignement explicite des correspondances entre les lettres et les sons. Et on a quantifié le nombre de paires, si vous voulez, de couples de correspondances graphème-phonème qui étaient introduites et à quel rythme. Et les résultats, sans rentrer dans les détails, c'est que si on va trop lentement, si on ne donne pas assez de matériaux qui permet de faire fonctionner la combinatoire, alors on pénalise les élèves faibles. Et que si on accélère, si on atteint un certain seuil, il faudrait rentrer dans le détail des calculs, je vais vous épargner ça, c'est un peu technique, alors on a clairement un effet positif pour les élèves plus faibles lorsque on leur donne suffisamment, je dirais, d'éléments de la mécanique de la combinatoire pour la faire marcher. Et là, évidemment, c'est un peu contre-intuitif par rapport à des collègues qui pensaient que quand leurs élèves étaient en difficulté, qu'ils étaient fragiles, il fallait aller doucement. Et donc là, ça sera tout un débat pour essayer d'expliquer ce phénomène qu'on s'attendait à avoir, mais qu'on a pu vérifier par cette étude. On a aussi regardé si c'était plus intéressant de partir des phonèmes avec tout un travail phonologique, puis d'aller chercher l'écriture, ou si partir des graphèmes et tout de suite leur correspondant phonémique, on avait à peu près la moitié des classes dans chacune des deux grands scénarios, aucun effet différent sur le plan statistique concernant cette entrée plus phonémique ou plus graphémique. En revanche, des effets ont porté de manière assez nette sur le choix des textes supports. On avait des collègues qui privilégiaient dans leur choix des textes donnés lors des leçons de lecture, si vous voulez, les moments de découverte de texte, les moments de lecture collective de texte. Ils choisissaient les textes essentiellement pour l'intérêt que le contenu des histoires avait pour les enfants. Et d'autres choisissaient les textes plutôt parce qu'ils permettaient de mettre en scène les correspondances graphème-phonème qui avaient été étudiées précédemment. Entre ces deux extrêmes, évidemment, tout un dégradé de gris, tout un continuum de pratiques avec des dosages. Évidemment, les maîtres, ils essayent aussi de tenir les deux logiques, mais plus ou moins. Donc on l'a décrit, quantifié. Il y a un doctorant qui a passé son été à découper tous les textes en graphème et à regarder ceux qui avaient été enseignés ou pas enseignés. Enfin bon, c'est un métier. Et là, l'effet, c'est clair, c'est un effet de mise en alerte aussi. Non, j'oublie ça. Mise en alerte, c'est attention, lorsque les textes sont trop peu déchiffrables, on pénalise les élèves initialement faibles. Et il faut qu'ils aient un certain seuil de déchiffrabilité qui resterait à discuter en fonction des critères, mais peu importe, c'est l'idée qu'il faut conserver avec ces élèves initialement faibles. Donc, évidemment, ça c'est lié à deux déterminants, c'est le tempo, la vitesse à laquelle vous introduisez, mais aussi le choix du texte support que vous prenez, j'allais dire, dans la littérature de jeunesse sans vous soucier de ce qui compose linguistiquement le texte, ou peut-être dans la littérature de jeunesse, mais en faisant attention aux correspondances graphème-phonème qui sont mobilisées par la lecture. Quand on dit à un gamin « essaye, tu vas y arriver », est-ce que ce « essaye, tu vas y arriver » est sérieux ou pas? Est-ce qu'il a une chance raisonnable d'y arriver s'il sait tout ce qu'on lui a enseigné et rien que ce qu'on lui a enseigné?
Ça n'existe pas, hein, des élèves qui correspondent à cette définition. Des élèves, ça c'est toujours plus et moins que ce qu'on enseignait. Mais si on prend ce critère-là de ce qui a été enseignable, alors on voit que là, il y a un impact. On n'a pas trouvé d'effet manuel. On n'a pas trouvé d'effet manuel, notamment parce que, au fond, quand on a regardé les manuels qui s'annonçaient comme étant centrés sur le code, avec des approches phoniques ou syllabiques, et qu'on a regardé les budgétants, on s'est aperçu que dans les classes des maîtres qui utilisaient ces manuels, on passait pas plus de temps, par exemple, à étudier le code que dans beaucoup des autres classes qui n'annonçaient pas cette couleur-là, ou plutôt qui l'annonçaient à côté d'autres choses, mais que les budgétants ne variaient pas. Donc là, il y aurait peut-être un effet qui serait plus lié justement au choix des tâches effectivement réalisées en classe, plus que en tant que tel dans le choix du manuel. Et on le voit parce que si on observe, donc en gros on a vu des usages très différents d'un même manuel et des usages très similaires de gens qui avaient des manuels très différents. Ça calme un peu sur l'idée qu'on va trouver le bon outil et après on ne voudra plus voir qu'une tête et tout le monde fera la même chose. Hein, parce qu'en réalité, avec le même outil, là, il se passe des choses qu'on peut décrire en termes de budgétant. Mais ça n'empêche pas, par exemple sur le tempo, sur la vitesse, on pensait que c'était les manuels syllabiques qui allaient introduire le plus de correspondance graphème-phonème. En réalité, oui, mais ils ne sont pas les seuls. Même chose si vous prenez l'unité syllabe. Bien sûr que les manuels syllabiques utilisent beaucoup l'unité syllabe, mais les manuels syllabiques n'ont pas le monopole de la syllabe. On la trouve tout autant dans des tas d'autres classes avec des tas d'autres référents. C'est dire si là, il faut descendre sur les pratiques effectives et ne pas en rester aux grandes déclarations générales. Il faut que je termine. Je vais juste dire que sur la compréhension, le temps, il est très faible. Et que ce temps très faible alloué à la compréhension, pour 25 minutes, c'est des tâches d'écriture sur la compréhension où les enfants montrent qu'ils ont compris. Mais en réalité, quand on regarde celles qui portent sur l'élaboration du sens, c'est-à-dire tout ce qui a été évoqué ce matin, les moments où on parle de ce qu'on a compris, où on le reformule, où on explique le vocabulaire, où on débat éventuellement du sens, où on est en train de faire du rappel d'informations, etc., etc., ce temps-là, au total, toutes ces tâches cumulées durent une trentaine de minutes par semaine en moyenne dans les classes. Et les deux dernières que j'ai mises en couleur, rendre explicite une information implicite, proposer ou débattre une interprétation, c'est 8 minutes et 0 dans la moitié des classes. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin. Le CP, de ce point de vue-là, on va dire, n'investit pas beaucoup. Le CP, en moyenne, en tendance. On en discutera sans doute dans le débat après. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences interclasses fortes. Mais on voit bien que, on va dire, cette pédagogie de la compréhension, pensée comme une pédagogie orale à propos des textes écrits, est le parent pauvre de cette pédagogie du cours préparatoire. Je vais conclure. Je suis allé trop vite. Il y avait des effets sur la culture, des effets sur la fréquentation des albums, etc. Je vais juste conclure avec ces deux résultats et une phrase de conclusion. Et je retirerai mon temps de débat de ces 3 minutes que je vais voler, comme Philippe Mérieux l'a fait élégamment ce matin. Performance finale, on a fait passer une épreuve de lecture assez exigeante où les enfants devaient montrer qu'ils avaient compris en dialoguant oralement avec quelqu'un qui leur posait des questions, mais à propos d'un texte qu'ils étaient tout seuls à avoir lu, hein, une lecture vraiment autonome. Et là, pour le coup, une compréhension fine. Et nous avons vu que parmi les éléments qui permettent d'expliquer le niveau de performance, le premier facteur qui explique la qualité de la compréhension, c'est la qualité du décodage. Résultat attendu, résultat classique, que nous avons revérifié, il pèse très lourd ce décodage. Donc évidemment, une pédagogie de la compréhension qui se ferait au détriment d'une pédagogie du décodage, ce serait une catastrophe. Donc la question, ça va être bien de voir comment on peut la faire monter, cette pédagogie de la compréhension, sans affaiblir, par ailleurs, la pédagogie du décodage. Qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Mais parmi les éléments explicatifs, il y avait évidemment les habiletés phonologiques et la capacité à comprendre les textes entendus. En d'autres termes, mieux les élèves comprenaient les textes qu'on leur lisait, mieux ils comprenaient les textes qu'ils lisaient tout seuls. Vous allez me dire, là aussi, ce n'est pas bouleversant comme résultat, mais nous l'avons réétabli. Et évidemment, l'interrogation, c'est et sur le plan didactique,
est-ce que vous l'enseignez, ça, au cours préparatoire? Ou est-ce que par hasard, c'est pas ce que vous faites à l'école maternelle, lire des textes aux enfants, travailler à leur compréhension, et puis une espèce de parenthèse pendant le CP, où on ne ferait plus ça, pour attendre ensuite qu'ils sachent décoder pour continuer cette pédagogie de la compréhension. Voilà, ce qu'on va interroger à la suite de notre rapport, c'est cette parenthèse du cours préparatoire qui ferait trop peut-être l'impasse d'un enseignement continu de la lecture au sens d'un enseignement continu de la compréhension de textes entendus. Et dans ce cas-là, surtout si on constate que ces compétences-là, qui s'avèrent en fait contribuer au savoir lire, sont socialement marquées et finalement si peu enseignées, on voit bien que ça peut être une piste autour de ce rôle compensatoire des inégalités sociales. Du coup, si on met en relation toutes les informations que je viens de vous donner, ce n'est pas la peine que je les résume, je viens de vous les donner. Évidemment, la première conséquence évidente, c'est mais les experts ont déjà été consultés par le Conseil supérieur des programmes, parce que les recommandations qui pourraient découler de ce que je viens de dire, elles sont déjà inscrites dans les programmes 2015. Ça, c'est la très très bonne nouvelle, au passage. La bonne nouvelle, le texte lui-même des programmes dit, mais distinguez donc les textes qu'on propose aux élèves pour qu'ils puissent les découvrir en autonomie, celles sur lesquelles vous organisez l'interaction code-sens, mais à côté de ça, nourrissez-les en textes que vous leur lisez, qui dépassent leur niveau de compétence en déchiffrage, mais qui viennent culturellement, linguistiquement, lexicalement et, sur le plan du raisonnement, stimuler leur intelligence d'enfants qui comprennent des textes écrits. Je crois que cette idée, elle est parfaitement, on va dire, étayée par une partie de nos résultats. Moi, j'aurais envie de dire que les maîtres, et ce sera vraiment ma phrase de conclusion, aujourd'hui, nous ont semblé ne pas s'autoriser à dissocier leur support sous prétexte de mieux articuler en permanence code et sens. En ne s'autorisant pas à dissocier des supports pour viser des compétences différentes, ils essayent de faire tout le temps, et peut-être qu'en faisant tout le temps, on fait tout un peu mal. Et donc peut-être qu'il faudra libérer tout simplement un peu de cette créativité professionnelle en disant « oui, vous avez le droit de prendre du matériau ad hoc pour faire des gammes sur le code, ça n'a rien de honteux, il peut y avoir du code sur le code sans beaucoup de sens. Oui, il vous faut des textes supports qui vous permettent cette articulation code-sens parce qu'il faut bien déchiffrer au service d'une oralisation, d'une unité phrastique qui a du sens avec une fluidité à cette échelle-là syntaxique qu'est la phrase, bien sûr, mais à côté de ça, il vous faudra peut-être aussi conserver l'idée qu'il y a non pas des lectures offertes, mais un vrai travail pédagogique de travail sur la compréhension des textes entendus qui ne peut pas être réduit à ceux que les enfants déchiffrent par eux-mêmes. Voilà en gros le type de perspective dans laquelle on s'inscrit à l'issue de cette étude. Merci Roland d'avoir à peu près tenu le temps. Merci. Alors, ah oui, tiens. Pardon. Voilà. De façon à enchaîner en tenant le mieux le temps qui nous est donné, je ne vais pas faire semblant de résumer ce qui vient d'être dit pour montrer que c'est intéressant d'enquêter sur les pratiques autant que de faire des recherches sur l'apprentissage lui-même des composantes de la lecture. Je vais laisser la place tout de suite à Franck Ramu. Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien donc je vais enchaîner sur la présentation de Roland. Mon programme, c'est finalement de partir de son étude, d'en faire quelques commentaires, de la resituer dans le contexte de la recherche internationale sur l'apprentissage de la lecture, et puis à partir de là, d'essayer de continuer à prendre de l'altitude et prendre une perspective de plus en plus internationale pour tenter d'aborder finalement les grands problèmes qui se posent à l'éducation et à la recherche en éducation en France. Alors, pour démarrer avec l'étude Lire et écrire, la première chose que j'ai envie de dire, c'est enfin, bah oui, enfin une étude de grande ampleur, méthodologiquement rigoureuse, qui essaye de poser les vraies questions et qui se donne les moyens de recueillir des résultats qui ont une certaine validité et une certaine fiabilité.
parce que ce genre d'approche, ce n'est pas monnaie courante en France, c'est même relativement exceptionnel. La méthodologie qu'a choisie Roland n'est pas la méthodologie expérimentale qui est, on va dire, la préférée dans les études scientifiques sur toutes les évaluations des pratiques pédagogiques. C'est une méthodologie, comme il l'a expliqué, qui est plutôt naturaliste, écologique, mais qui est aussi tout à fait appropriée. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas juste observer ce qui se passe dans les classes, mais il faut, comme il l'a bien expliqué, se donner les moyens d'évaluer le niveau des élèves avant et après les observations, et aussi de codifier très précisément et rigoureusement les pratiques des enseignants et toutes les autres variables qui peuvent avoir une influence sur les progrès des élèves. Et donc c'est exactement ce qui avait été prévu dans cette étude, et c'est très bien. Ce qui fait que finalement ces deux méthodologies, la méthodologie expérimentale et la méthodologie plus naturaliste, sont complémentaires. La méthodologie employée ici permet d'essayer de répondre à un très grand nombre de questions à la fois, parce que les pratiques sont extrêmement diverses, et éventuellement de découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément soupçonnées au départ, mais avec quelquefois une relativement faible puissance statistique pour poser une question précise, alors que la méthode expérimentale, qui va comparer une pratique à une autre, par exemple, va être beaucoup plus puissante pour distinguer des effets de pratique. Donc voilà, c'est complémentaire et c'est très bien. En vérité, j'ai à peu près aucun désaccord avec quoi que ce soit que Roland ait dit jusqu'à présent. Donc je vais essayer quand même de me prêter au jeu de la controverse, mais ça ne va pas être entre lui et moi. Un point quand même sur la méthode de communication autour de cette étude. Pour moi, qui suis chercheur comme Roland, la méthode de communication à partir d'une étude scientifique, c'est une fois qu'on a fait l'étude, qu'on a analysé les résultats, etc., on écrit le compte-rendu, et ce compte-rendu, on l'écrit en anglais et on le soumet à une revue scientifique internationale, parce que c'est là que se publie la recherche, c'est là que le travail va être expertisé par nos pairs, par d'autres chercheurs du monde entier, et qu'il va être souvent critiqué sévèrement, et qu'on va nous demander de refaire des analyses, etc., qu'on va accepter l'article, qu'on va le refuser. In fine, peut-être l'article sera accepté, quelquefois sous une forme très différente, dans une de ces revues. Et ce processus d'expertise par les pairs au niveau international, c'est quelque chose de propre à la recherche scientifique, donc c'est possible que vous ne soyez pas familier avec ça, mais c'est absolument essentiel. Une fois que l'article a été en quelque sorte validé, il a reçu un sceau de l'expertise scientifique internationale, alors on peut commencer à en parler. Et c'est exactement la contrainte que je m'impose moi-même. Je ne vais jamais commencer à parler au public des résultats d'une de mes études si elle n'est pas d'abord acceptée dans une revue internationale. Je considère que ça serait incorrect d'un point de vue déontologique, parce que le risque serait trop grand de commencer à enflammer le public avec des idées, d'essayer d'influencer les politiques ou les professionnels avec des nouvelles méthodes ou je ne sais quoi, et que finalement le travail se révèle ne pas être suffisamment solide et ne pas être accepté dans une revue internationale. Donc il y a vraiment un ordre des choses à suivre, et je trouve que dans cette étude, finalement, ça a été fait exactement à l'envers, c'est-à-dire on a fait d'abord la conférence de presse pour le plus large public, ensuite la conférence de restitution pour les professionnels, ensuite on a écrit tout le rapport de 500 pages pour le ministère, et puis peut-être un jour on va écrire un article pour une revue scientifique internationale. Et donc avec le risque peut-être d'avoir influencé les professionnels et les politiques à tort dans une direction complètement aberrante. Je pense qu'ici le risque est modéré en vérité, parce que les résultats obtenus dans cette étude sont tout à fait cohérents avec tous ceux qu'on a par ailleurs, et donc il n'y a pas vraiment raison de craindre qu'on ait envoyé le ministère dans le mur, et comme le précisait Roland, les recommandations qui découleraient de ces résultats sont en fait déjà celles qui avaient été émises auparavant et qui sont déjà largement implémentées dans les programmes. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet, je souligne que, en particulier dans le monde de la recherche en éducation, il serait bon de suivre de manière un petit peu plus systématique cet ordre dans la communication des résultats des recherches. Alors voilà, je vais reprendre un petit peu, pas certains des résultats que j'ai trouvés intéressants dans cette étude, pas tous, qui sont justement particulièrement cohérents avec les résultats au niveau international. Donc, comme l'a dit Roland, un effet positif de l'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes, qui soit à la fois précoce, rapide et explicite, particulièrement pour les élèves qui sont initialement faibles.
Également, mieux vaut privilégier initialement au moins des textes qui contiennent les graphèmes déjà étudiés, évidemment en filigrane pour éviter de pousser l'enfant à deviner. Il a souligné une absence d'effet manuel. Alors bon, dans le rapport, je pense qu'il y a quand même des indices d'effet manuel. Bon, on pourrait en discuter, c'est relativement technique, mais c'est vrai que dans la mesure où, dans une étude où finalement on se donne les moyens de décrire les pratiques pédagogiques en grand détail, on comprend bien que ce sont elles qui sont vraiment importantes, plus que les manuels, qui évidemment peuvent inciter à adopter telle ou telle pratique, mais qui ne les imposent pas non plus. Et enfin, 3 variables explicatives pour la compréhension de texte, la qualité du décodage, les habiletés phonologiques et la compréhension orale. Donc tout ça, tous ces résultats, finalement, ce sont des résultats qui étaient déjà connus par les travaux internationaux sur l'apprentissage de la lecture. Un dernier point, mais en fait Roland a déjà anticipé cette potentielle critique, qui était de dire, je sais que Roland est très intéressé par la compréhension en lecture, et que, évidemment, il y a dans les résultats de cette étude des indices qui montrent que on pourrait sans doute faire mieux dans l'étayage de la compréhension en lecture. Mon avertissement, c'était juste de dire, très bien, essayons d'améliorer l'enseignement de la compréhension en lecture, mais surtout ne faisons pas ça aux dépens de l'enseignement du décodage, parce que là, on ferait un immense bond en arrière, et Roland l'a très bien dit, il faut arriver à améliorer l'enseignement de la compréhension sans rien retirer à l'enseignement du décodage. Donc nous sommes tout à fait en phase. Alors, maintenant, d'abord, excusez-moi, je vais repartir un cran en arrière. Voilà. Bon, peu importe. Plusieurs fois, vous avez entendu Roland dire « bon, ce résultat, c'est pas bouleversant ». C'est pas bouleversant, non, effectivement, dans le sens où on savait déjà, on connaissait déjà ces résultats, mais pour la plupart, ils avaient quand même été montrés dans des travaux dans d'autres pays, et principalement en langue anglaise. Donc peut-être que certains de ces résultats ne sont pas bouleversants, mais ils sont importants quand même. C'était vraiment important de faire cette étude en France, en langue française, d'abord pour quand même asseoir la validité des résultats chez nous, parce que évidemment l'enseignement en anglais et en français c'est pas la même chose, les structures de la France sont pas les mêmes que celles des États-Unis, les pratiques enseignantes sont différentes, les manuels sont différents, donc c'est pas parce que tout le monde est d'accord, c'est pas parce qu'il y a un consensus scientifique international qu'il faut forcément le prendre pour argent comptant et penser que c'est exactement pareil ici. Donc ça valait la peine, c'était important de faire cela en France, à la fois pour assurer la validité locale des résultats, mais aussi pour garantir leur acceptabilité dans notre écosystème local. Parce que quand même, tous ces résultats, même s'ils ont fait leur chemin depuis 15 ans, toutes ces conclusions ne sont pas encore totalement universellement acceptées dans le monde français de l'éducation. Et pour vous rappeler cela, je vous reprojette 10 ans en arrière, lors d'une des, alors je ne sais pas combien de réformes de l'éducation en arrière ça fait déjà pas mal, c'était fin 2005 lorsque le ministre Gilles de Robien avait décrété que voilà, il fallait imposer la méthode syllabique dans toutes les classes, avec relativement peu d'arguments derrière ces affirmations, c'était juste on sait que ça marche mieux donc il faut le faire. En réponse, on avait vu finalement à la fois tous les syndicats d'enseignants et beaucoup d'enseignants-chercheurs en éducation monter au créneau en disant c'est n'importe quoi, il n'y connaît rien, etc. On va continuer à faire ce qu'on faisait avant. Et avec aussi relativement peu d'arguments crédibles à leur actif. Et donc c'est à ce moment-là qu'avec un certain nombre de mes collègues universitaires, spécialistes de l'apprentissage de la lecture, on s'est dit bon, c'est pas possible que le débat en reste à ce niveau. Il faut quand même introduire un petit peu de données factuelles là-dedans pour essayer d'aboutir à des conclusions un peu plus rationnelles. Et donc on avait envoyé cette lettre au monde de l'éducation en mars 2006. Qui disait, en gros, voilà, il y a déjà beaucoup de recherches internationales sur le sujet de l'apprentissage de la lecture, et sur la base de ces recherches internationales, on peut affirmer les choses suivantes. Je ne vais pas forcément toutes vous les relire, mais qui mettaient l'accent sur l'enseignement systématique du déchiffrage, cet enseignement précoce, explicite, que ça a un effet en particulier pour les élèves les plus faibles, que ça a un effet non seulement sur le décodage bien sûr, mais sur la compréhension de texte également, quoi d'autre, que finalement les méthodes qui semblent optimales, ce sont celles qui initient l'enfant au déchiffrage, mais également à la morphologie, à la syntaxe, à la compréhension de textes ayant un sens, ainsi qu'à l'écriture. Autrement dit, vous voyez qu'en mars 2006, on avait écrit au monde de l'éducation quelque chose qui ressemble très étrangement aux conclusions du rapport de Roland. Mais il faut voir comment on a été reçu à l'époque.
Ça a été un mini-tollé, cette lettre au monde de l'éducation. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais qui c'est, ces chercheurs qui sont dans leur labo, qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une classe? Qu'est-ce qu'ils connaissent à l'apprentissage de la lecture? Qu'est-ce qu'ils connaissent à l'enseignement? De quel droit ils nous disent qu'il faut faire? En se basant sur des études étrangères, ils n'ont jamais fait ça en France, etc. Donc bref, on n'était pas perçu comme légitime sur le sujet, quand bien même il y avait un corpus de connaissances important derrière. Et donc c'est pour ça que, effectivement, c'est aussi important de compléter les études internationales par des études en France. Alors, les conclusions qu'on avait mises dans notre lettre, on ne les avait pas inventées, on les avait juste pompées, en quelque sorte, à un rapport du National Reading Panel qui avait été rédigé aux États-Unis, qui avait été publié en l'an 2000. Et donc, c'était le Congrès américain qui avait demandé à un panel d'experts de faire l'état de l'art de toute la littérature scientifique internationale sur l'apprentissage de la lecture et de déterminer quelles sont les meilleures approches pour enseigner la lecture. Ils avaient identifié 75 études scientifiques qui portaient sur le sujet, ils en avaient filtré un certain nombre sur critères méthodologiques, et ils avaient fait une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de toutes les études, une synthèse statistique très rigoureuse de toutes les études, donc des 38 études qui vérifiaient ces critères méthodologiques. Et ce National Reading Panel, déjà à l'époque, avait conclu que pour que les enfants deviennent de bons lecteurs, on doit leur enseigner 1, des capacités de conscience phonémique, manipuler les sons qui constituent la langue parlée, 2, des capacités phoniques, la compréhension des liens entre les lettres et les sons, 3, la capacité à lire couramment avec précision, vitesse et expression, et 4, à appliquer des stratégies spécifiques pour améliorer leur compréhension et leur plaisir de lire. Là encore, on aura envie de dire rien de bouleversant, mais c'était il y a 18 ans. Voilà, c'est rassurant d'une certaine manière que finalement tous les résultats de toutes les études internationales convergent, mais en même temps on pourrait se dire pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps à être accepté en France. Alors là, on va aller encore un cran un peu plus loin par rapport à la méta-analyse du National Reading Panel. Évidemment, depuis qu'il a été publié en 2000, il y a eu encore beaucoup d'études qui ont été publiées. Là, je vais vous montrer les résultats d'une autre synthèse basée sur encore plus d'études. Et donc j'extrais ces petits textes d'un chapitre du livre de John Hattie, dont je vais vous parler encore un peu plus. Dans cette section du livre, il fait le résumé de 50 méta-analyses sur l'apprentissage de la lecture. Et ces 50 méta-analyses sont basées sur plus de 2000 études qui ont impliqué à peu près 5 millions d'élèves. Okay, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de recherche scientifique sur le sujet. Hein, il y en a eu un paquet. Et bon, je ne vais pas vous le retraduire, il donne encore toujours les mêmes conclusions. Donc voilà, on a quand même des données assez solides pour affirmer ce qu'on affirme. Si on regarde un petit peu plus en détail, bon, ça c'est un tableau extrait de son livre. Si vous regardez la 3e ligne, donc là c'est les résultats de méta-analyse sur différents types d'études qui ont porté sur l'apprentissage de la lecture selon qu'elles se focalisaient sur tel ou tel type de pratique. Sur la 3e ligne, vous voyez Phonics Instruction, c'est-à-dire l'enseignement des correspondances graphème-phonème. Et vous voyez que John Hattie a identifié 14 méta-analyses déjà, y compris celle du National Reading Panel, qui ont abordé cette question, que ces 14 méta-analyses se basaient sur 425 études, et ces 425 études se basaient sur 12 000 élèves. Et elles aboutissent à un résultat qui est le 0,6, je ne vais pas vous expliquer les nombres, mais qui montre que c'est une pratique très efficace. Comparé par exemple à la pratique qui est appelée Whole Language, qui est plus vers le bas de la liste, qui correspond aux approches globales, et qui a une taille d'effet de 0,06, c'est-à-dire autrement dit négligeable. Mais je vous montre ça pour que vous ayez un petit peu conscience de la quantité de données qu'il y a derrière. Alors, on parle de l'apprentissage de la lecture, mais ce qui a été fait pour l'apprentissage de la lecture, ça peut être fait pour toutes les questions qu'on se pose dans le domaine de l'éducation. Et en fait, ça a été fait pour toutes les questions qu'on se pose dans le domaine de l'éducation. C'est ce qu'on appelle le champ de l'éducation fondée sur des preuves, qui consiste à essayer évidemment de faire progresser l'enseignement, pour essayer de faire progresser les élèves, mais on va faire ça pas juste en se basant sur une philosophie ou en se basant sur un auteur, pas juste en faisant des observations en classe, pas juste en dégageant des intuitions de quelques observations informelles, pas juste en produisant du discours savant, on va le faire
en formulant des hypothèses précises, réfutables sur l'effet des pratiques pédagogiques sur les apprentissages, et en se donnant les moyens de tester rigoureusement ces hypothèses en collectant des données factuelles par l'expérimentation ou par l'observation systématique, quantifiée et contrôlée. Vous avez compris que l'étude de Roland se classe dans la deuxième catégorie. La première catégorie, qui sont les études expérimentales, reprennent la méthodologie des essais cliniques randomisés contrôlés qui a montré son succès en médecine et dans plein d'autres domaines également. Et puis, in fine, il faut publier les résultats de ces études dans les revues scientifiques internationales. Ça aussi, ça fait partie de l'approche fondée sur des preuves. Et à la fin, parce qu'on a beaucoup de données, beaucoup d'études, qui parfois sont contradictoires, et c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit conclure quand la deuxième étude contredit la première, etc. Eh bien, c'est à ça que servent les méta-analyses. C'est comme ça qu'on peut essayer d'extraire les tendances générales à partir d'un corpus de résultats qui peuvent sembler partir dans tous les sens. Donc c'est ça l'approche, l'éducation fondée sur des preuves, qui est bien acceptée et florissante au niveau international et qui est, pour ainsi dire, à peine considérée en France. Finalement, en France, on a une approche totalement différente à l'éducation. L'éducation n'est pas l'affaire des scientifiques, c'est l'affaire des gourous. Finalement, on est gouverné par des gourous, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait la recherche scientifique sur les sujets particuliers dont on parle, mais qui n'ont même pas forcément lu la recherche scientifique internationale sur le sujet dont ils parlent, mais qui arrivent à affirmer des choses avec un grand aplomb et qui arrivent à influencer des politiques dans des directions qui peuvent être dans un sens ou dans l'autre, mais qui ne sont pas nécessairement fondées sur les données. Pour illustrer ça, je reviens à mon tableau de chez John Hattie. Si on regarde à nouveau ces 425 études sur l'enseignement des relations graphème-phonème, à votre avis, sur ces 425 études, il y en a combien de françaises? Quelqu'un a une idée? Il y en a 0. 0 pointé. Bon, il aurait pu y en avoir une, ça aurait pu être l'étude de Roland, qu'il avait faite, je crois, dans sa thèse de doctorat, et qu'il a publiée en 2000 dans une revue de psychologie française. Simplement, elle ne peut pas être incorporée dans une méta-analyse parce que, étant pas publiée en anglais dans une revue scientifique internationale, elle est invisible du reste du monde. Et si c'est invisible, c'est comme si ça n'existait pas. Ça ne peut pas participer à ce corpus de connaissances universelles qu'est la science. D'accord ? D'où l'importance de publier les résultats en anglais, parce que comme ça, on contribue vraiment à la science et les résultats qu'on a produits servent à quelque chose, ils influencent ce que font les autres dans d'autres pays qui nous influencent en retour. Je vous ai donné l'exemple pour l'apprentissage de la lecture, mais c'est vrai un petit peu pour tout. Je vous reparle de ce livre de John Hattie qui a fait ce travail colossal de recenser toutes les méta-analyses de toutes les études qui ont été effectuées en sciences de l'éducation. Donc dans son livre, il a 800 méta-analyses. C'est un boulot extraordinaire. Ça devrait être le livre de chevet de tous les enseignants. Ça devrait être le livre de chevet des ministres de l'Éducation aussi. Juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a derrière. Donc 800 méta-analyses qui rassemblent les résultats de 52 000 études qui sont basées sur plus de 100 millions d'élèves. Okay ? On ne peut pas dire qu'on ne sait rien dans le domaine de l'éducation. On sait plein de choses, mais encore faut-il aller chercher la connaissance là où elle est. Basée sur plusieurs dizaines de pays également. Donc, il y a de la connaissance au niveau international. Le problème, c'est qu'on n'en fait rien en France. On n'a même pas l'idée que cette connaissance existe. Alors, je ne recommande pas forcément le livre Visible Learning de John Hattie directement aux enseignants, parce que 800 méta-analyses, c'est un peu long à digérer, si vous voulez, et c'est un peu technique, mais il a fait une version pour les enseignants que je n'ai pas lue, mais qui, je pense, est tout à fait intéressante. Malheureusement, actuellement, elle n'est pas traduite en français. Il a fait aussi d'autres livres qui sont aussi tout à fait intéressants. Il y en a un, par exemple, sur la littératie, donc le lire-écrire, qui devrait être tout à fait intéressant. Il en a un sur le feedback. Enfin bref, il a beaucoup de choses à nous apprendre, cet homme-là. Son livre, Visible Learning, a été traduit en pas mal de langues, même en chinois, mais pas en français. Pourquoi ces livres extraordinaires, on ne les traduit pas en français? Je ne sais pas. Peut-être parce que les gourous français, ils écrivent déjà un livre par an et ils inondent les rayons des librairies. Du coup, il n'y a pas de place pour servir des livres traduits étrangers. C'est un mystère pour moi. Quelques autres sources de qualité que je vous recommande particulièrement. Henry Rudiger.
c'est un des chercheurs en psychologie qui est... tout à l'heure, Madame Daoust a parlé de la consolidation. Elle a raison, la consolidation, c'est un mécanisme essentiel. C'est pas tout d'apprendre les trucs une fois, encore faut-il que ça s'ancre. Henry Rudiger, c'est le psychologue qui a le mieux et le plus fait la recherche sur les mécanismes de consolidation des apprentissages en mémoire. Et il a décortiqué complètement ces mécanismes. Et parce que c'est pas tout de dire aux enseignants, il faut que vos élèves consolident. Ben oui, d'accord, mais comment vous faites pour qu'ils consolident, hein, encore faut-il avoir les clés. Parce que vous voyez, là aussi, on a parlé tout à l'heure des inégalités. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu champion des inégalités. Comment on creuse les inégalités? Ben, dès le premier jour, on dit à une classe de 30 élèves, pour demain ou pour la semaine prochaine, apprenez votre poésie. Ok, très bien. Mais quand est-ce qu'on leur dit comment on apprend la poésie? On ne leur dit pas. De ce que j'en sais, quasiment aucun enseignant en France n'enseigne aux élèves comment on apprend. On pourrait penser que c'est ça la mission première de l'élève, de l'école, c'est d'apprendre à apprendre, mais on n'enseigne pas aux enseignants comment enseigner à apprendre aux élèves. Et c'est là qu'est la clé, c'est dans la mémorisation et la consolidation. Vous voulez savoir comment apprendre? Eh bien, lisez le livre de Henry Rudiger, et tout est détaillé là-dedans. Ça parle d'espacement des phases d'apprentissage, d'intercaler différentes phases d'apprentissage. Ça parle des effets des tests et des retests à différents intervalles. C'est extrêmement intéressant et c'est surtout appuyé sur des recherches fondamentales extrêmement rigoureuses. Daniel Willingham, un des rares chercheurs dont le livre a été traduit en français, pareil, il fait un très bon résumé de tout un tas de données qu'on a sur les mécanismes cognitifs des apprentissages, sur les pratiques enseignantes qui marchent mieux que d'autres, et il donne aussi tout un tas de conseils pratiques aux enseignants pour améliorer leurs pratiques et pour véritablement devenir des vrais professionnels de l'éducation. Je mentionne en dernier le livre d'Alan Kasdin, qui est un livre essentiellement d'aide à la parentalité, comme on peut en trouver des dizaines dans les rayonnages des librairies françaises. Mais bon, tous ces bouquins, en ce qui me concerne, pour ce que j'en sais, on peut les jeter et les remplacer par celui-là. C'est un bouquin qui fait le bilan de tous les acquis de la psychologie comportementale et qui permettent à la fois aux parents et aux enseignants de mieux gérer les comportements problèmes des enfants. Et on a tous des enfants, soit en classe, soit à la maison, qui ont des comportements problèmes, et on a envie de modifier ces comportements, et on a tous des intuitions sur la manière de le faire, par exemple les punitions, et ces intuitions sont mauvaises. Et c'est important de savoir quelles sont les bonnes méthodes qui permettent de modifier le comportement de l'enfant tout en préservant les relations harmonieuses dans la famille ou dans la classe. Eh bien, tout est dans le livre d'Alan Kasdin, c'est absolument limpide, tout le monde peut comprendre ce qu'il recommande et le mettre en pratique. Si on me donnait le pouvoir, moi je dirais le ministère devrait traduire ce livre et l'envoyer gratuitement à tous les enseignants de France et puis à tous les parents de France, et je suis persuadé qu'on gagnerait plusieurs points de PIB. Alors voilà, j'ai une page web sur un blog où vous pouvez trouver d'autres références sur l'éducation fondée sur les preuves. Je trouve vraiment regrettable qu'en France, qu'il y a tellement de connaissances qui ont été, des connaissances scientifiques qui ont été développées au niveau international et qu'on cache ça soigneusement aux enseignants français. Je trouve ça vraiment un crime. Et pour conclure, donc l'étude lire et écrire, je dis oui, formidable, mais il ne faudrait pas faire une étude comme ça une fois tous les 10 ans. Des études comme ça, si on voulait être présent sur la scène internationale dans les recherches sur l'éducation, il faudrait en faire plusieurs dizaines par an. Hein, donc il faut complètement changer de monde là. Alors évidemment, la question va se poser tout de suite, oui, mais il faudrait obtenir les moyens pour faire toutes ces recherches. Oui et non, c'est toujours facile de réclamer des moyens. En même temps, il y a déjà des moyens qui sont employés pour faire des recherches en France et qui ne sont peut-être pas très bien employés. Hein, il y a déjà des budgets dans l'éducation nationale et aussi en dehors de l'éducation nationale qui servent à financer des recherches-actions, qui servent à financer des projets d'innovation pédagogique, etc. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après?
Voilà, on incite les enseignants à proposer des innovations pédagogiques, on leur donne un petit peu d'argent, ils font leur truc, etc. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Okay. Le ministère finance ce genre de choses, mais n'a pas l'air de s'intéresser du tout à ce qui se passe en aval, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie parmi toutes les innovations pédagogiques qui ont été proposées, celles qui sont des vraies innovations qui marchent, et puis celles qui ne sont pas vraiment des innovations ou qui ne marchent pas vraiment, parce que toutes ne peuvent pas avoir la même efficacité. Comment on fait pour évaluer lesquelles sont les bonnes et lesquelles sont les moins bonnes? On n'évalue pas. Et est-ce qu'on est prêt à proposer des modifications du système suite à des résultats scientifiques qui auraient été obtenus dans ces recherches? Non, sûrement pas. Donc on a l'impression que juste on est prêt à jeter un petit peu d'argent aux enseignants et aux enseignants-chercheurs en éducation pour les calmer, mais qu'on n'a pas du tout envie de véritablement modifier le système en réponse à des résultats en recherche sur l'éducation. Donc je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à une meilleure allocation des moyens pour la recherche en éducation, en particulier en exigeant que les méthodologies qui sont employées dans ces recherches soient des vraies méthodologies scientifiques rigoureuses, parce que seules celles-là permettent de tirer des conclusions à la fin. Si on se contente juste de faire un essai sur quelques classes et de constater que les enfants progressent au cours de l'année, on n'a strictement rien démontré. Parce que pourquoi est-ce que les enfants ont progressé? Est-ce qu'ils n'auraient pas progressé aussi bien si on n'avait pas fait cette intervention? Quelle est la base de comparaison pour juger de la compréhension des enfants? On a toujours besoin d'un groupe contrôle ou d'un groupe avec une autre intervention. Si on ne prend pas les méthodologies rigoureuses, on peut faire de la recherche autant qu'on veut, on n'aura jamais aucune conclusion solide. Donc c'est un peu une révolution culturelle qu'il faut imprimer dans l'éducation, du plus bas niveau au niveau des enseignants et de tous les acteurs de terrain, jusqu'au plus haut niveau des ministres, évidemment. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de diffuser une culture de l'évaluation et de la recherche scientifique dans tout le monde de l'éducation en France. Et bon, on peut comprendre que c'est difficile et que les acteurs ne sont pas formés, etc. Et que ça va prendre sans doute beaucoup de temps pour que tous les enseignants-chercheurs des ESPE, par exemple, soient capables de mener des recherches scientifiques rigoureuses qui soient au niveau international. Mais bon, il faut essayer. En attendant, on ne peut pas se satisfaire de notre ignorance franco-française et d'être juste dans notre petite tour d'ivoire isolée. Il faut au moins aller chercher la connaissance là où elle est au niveau international. Ça paraît absolument vital. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Allô? Oui. Merci. Alors, je suis en fait extraordinairement déçu. Je suis condamné à ne faire des controverses qui rassemblent au lieu d'opposer. Je vais donc appeler ça les consensus de Descartes, si vous le voulez, parce que donc j'ai bien entendu qu'il y avait un renforcement de l'un à l'autre, de ta précaution sur les questions de recherche qui pourraient être conduites. Roland, puisqu'on a parlé de toi, ton droit de réponse. Franck a eu l'élégance de dire tout le bien qu'il pensait de cette recherche. Je ne sais pas si c'est beaucoup la peine. Évidemment, il y a le petit coup de griffe sur c'est incorrect sur le plan déontologique. Après avoir dit que c'est exceptionnel. On est dans un monde où, effectivement, je vous parle aujourd'hui, à vous, avant d'avoir publié dans Nature ou Cognition, je ne sais pas bien encore, j'hésite un peu entre les... Eh oui, eh ouais, on est dans ce monde. Mais si je ne vous parle pas aujourd'hui, et si j'attends d'avoir publié dans Nature ou Cognition, j'ai quelques problèmes de développement du travail, de fabrication de l'équipe, etc. C'est-à-dire qu'il y a un principe de réalité du monde dans lequel on est. D'ailleurs, c'est même pas moi. Quand Stanislas Dehaene, il y a 2 ans, fait l'apologie d'une recherche de nos collègues sociologues d'Ovio, parce que les conclusions de nos collègues sociologues lui plaisaient, alors que dans leur méthodologie, il n'y avait rien des exigences méthodologiques qui viennent d'être appelées, qui étaient réunies.
notamment des évaluations finales sans évaluation initiale, enfin, rien de contrôlé, les promoteurs d'une méthode qui l'évaluent eux-mêmes, enfin, vous pouvez prendre tous les biais, ils y étaient tous. Mais les conclusions étaient satisfaisantes, elles étaient donc médiatisées par les plus durs des scientifiques sur le plan de leur rigueur intellectuelle dans leur domaine. C'est-à-dire que ce que dénonce Franck, et il a raison. Donc là, je ne vais pas dire le contraire. Je pense qu'il a raison. C'est dommage qu'on soit amené à en parler avant d'avoir fait examiner toutes nos données par des collègues très extérieurs à cette recherche. Sauf que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça fait partie des éléments de bagarre pour survivre. Et je ne vous dis pas quand vous travaillez dans une SP à Clermont-Ferrand. Et que quand France Culture donne la parole à des sociologues, c'est parce que ça coûte un ticket de métro, parce qu'il n'y a pas de quoi payer un train pour venir de Clermont-Ferrand à Paris, et que France Bleu Auvergne n'a pas pu remplacer le technicien supérieur qui permet d'avoir des émissions à distance. Bon, excusez-moi, je deviens extrêmement trivial, mais pour faire comprendre que derrière cette exigence intellectuelle de haut niveau, et que Franck a raison de rappeler aujourd'hui, on est dans un monde où le temps du politique, une absence complète de pilotage de la recherche en éducation. Combien de hauts comités de pilotage ont été dissous avant même que les études qu'ils avaient contribué à financer aient pu voir le jour. Voilà. Donc, oui, le temps du politique aujourd'hui, c'est de faire du buzz sur des choses avant même qu'elles existent. Et au prix de transposition, c'est-à-dire que, oui, nous allons trop vite, et il a raison de faire cette espèce de rappel à la déontologie. Mais alors, Franck, sois cohérent. Il faut le faire haut et fort, et sur l'ensemble de tes collègues, y compris de ta communauté de recherche, et y compris par rapport à l'ensemble de ceux qui organisent cette entreprise scientifique. Et je pense que tu vas être aussi d'accord avec cette idée-là. Donc oui, on peut discuter, mais au fond, ce reproche, je crois qu'il est fondé, et moi je veux bien faire amende honorable de ce point de vue-là, une fois que c'est dit, par rapport à cet aspect déontologique. Ça ne devrait pas être comme ça, mais on est dans ce monde, Franck. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais quand même souligner, donc c'est vrai qu'un point fondamental, c'est le décalage entre la temporalité du politique et la temporalité de la recherche, hein, ça c'est incontestable. Il faut quand même dire que ce décalage, il existe, il n'est pas propre à l'éducation. Par exemple, il existe aussi dans le domaine de la santé. Pour autant, les politiques qui s'occupent de la santé, ou en tout cas les gens qui les conseillent, sont au courant de ce décalage et n'envisagent pas de complètement réformer la politique de santé publique du jour au lendemain sur la base de rumeurs sur des résultats d'études médicales qui n'auraient pas été publiés dans des revues internationales et éventuellement confirmés par d'autres études à l'étranger et par des méta-analyses. Et tu as raison, excuse-moi, tu as raison. Et donc, comme le dit Viviane Bouys, 6 ans de formation pour un dentiste qui s'occupe de 32 dents et 9 mois pour un professeur qui va s'occuper de 30 et quels élèves dans son année de M1 avant d'être tout seul face à une classe. Et donc, le jour où on arrêtera de dire c'est la formation qui est mauvaise, mais arrêtez, comment peut-elle être autrement? Ce matin, quelqu'un nous disait, mais pourquoi vous ne les préparez pas mieux à faire face aux exigences difficiles du terrain en 9 mois? Mais vous plaisantez, vous plaisantez. Donc, il faudra peut-être que ces exigences, elles soient à la hauteur. S'il nous faut plusieurs années pour former un bon professionnel dans le domaine de la médecine, s'il faut des années et des plans pluriannuels de financement de la recherche et des budgets conséquents, alors il faut que ça soit l'ensemble qui fonctionne. On ne peut pas aller chercher 2 ou 3 boucs émissaires, c'est trop facile. Je me permets encore d'en rajouter. Je suis à nouveau d'accord sur la formation des enseignants. En fait, moi, je pensais un cran au-dessus. Je pensais à la formation des politiques, des gens qui sont dans les cabinets ministériels, dans les administrations, parce que c'est là que les choses se passent. Dans le domaine de la santé, encore une fois, ces gens-là, ils ont quand même bien conscience que, avant de modifier une politique de santé, chaque décision qu'on prend dans la politique de santé, ça peut avoir un impact énorme sur la santé des gens, sur la vie et la mort, ou sur la maladie. Et donc, on ne fait pas ça n'importe comment sur la base des on-dit ou des rumeurs. On attend vraiment que des résultats soient validés au niveau scientifique. Et je pense que les gens qui gouvernent dans le domaine de l'éducation,
ils ne sont pas du tout dans cette mentalité-là. D'abord, ils n'ont pas conscience de la responsabilité qu'ils ont à chaque fois qu'ils proposent une réforme, et ils n'ont pas non plus du tout conscience que ce qu'ils proposent et les hypothèses qui sous-tendent ce qu'ils proposent sont des hypothèses qui peuvent être testées scientifiquement et qu'il faut d'abord aller regarder dans la littérature scientifique, voir ce qui est validé ou pas, avant de commencer à échafauder des réformes. Et là, il y a vraiment une différence de culture, si vous voulez, entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, qui ne devrait pas exister, parce que l'éducation, c'est un sujet aussi sérieux que la santé, et ça doit être fondé sur des recherches scientifiques aussi rigoureuses que la santé.